Alors, alors j'avais pondu un papier avant de vous écouter, pas tellement changé. Il faut que vous expliquiez très succinctement ce que vous avez fait admirablement d'entrée de jeu tout à l'heure. C'est un petit peu l'objet de votre recherche, c'est-à-dire le mondialisme, le préciser ce qu'il n'est pas. Tout à l'heure, heureusement, une dame est intervenue avec quelques bévues concernant la mondialisation, la globalisation et tout. Expliquer clairement ce qu'est le mondialisme, comment ça fonctionne. Deuxième question, sécuritaire, où ils sont, où est-ce qu'on les rencontre. Berthelmann, l'un de vos collègues, je crois que c'est vous qui avez fait pareil, vous l'avez présenté, ces plaques-vents là sur Soros. Oui, c'est Soros, oui. Remarquable son travail. Je n'ai pas encore lu. Bon, tout ça c'est turiféraire. Deuxième question. Troisième question, vous y avez répondu du reste déjà. Quand une force émerge, ce qui est intéressant, c'est de savoir quel en est le talon d'Achille. Oui. Alors, interne et externe. Interne, vous avez répondu. C'est la double analyse que font les Juifs. Donc, déjà, la coupure, la séparation. D'un côté, Israël, État-nation. D'autre côté, la philosophie messianique d'un Soros, popérienne, l'historicisme, n'est-ce pas, la voie de la marche en avant de l'histoire. Ok. Donc, ça, vous répondez très bien. Et puis ensuite, il y a les forces externes qui vont probablement faire capoter l'affaire. Et puis vous avez votre foi personnelle, Babel, etc. Ça, c'est un article de foi, c'est très bien. Quatrièmement, on sort des élections européennes. Je vous demanderai là-dessus au diagnostic, et notamment à travers la Commission européenne. Bon, l'animal noir, c'est la Commission européenne, et le rôle de l'Allemagne dans cette affaire-là. Hein. Donc n'hésitez pas. Et enfin, on terminera, il y a Bilderberg, mais je crois que vous y avez répondu. Ça me paraît, comment dirais-je, ça entre en fait dans la deuxième question, à partir de la deuxième question, c'est-à-dire les turiféraires de cette affaire. Okay. Donc, vous pouvez placer Bilderberg maintenant, si vous voulez. Puis, comme vous êtes un grand garçon, vous dites absolument ce que vous voulez et vous répondez à la question comme vous l'entendez. Hein, il n'y a pas de problème, ok? Je vous obéis. On joue comme ça, vous n'obéissez pas, hein, vous faites ce que vous voulez. Simplement, tu as les horaires, 20 minutes, pas plus. Il ne faut pas s'égarer et y aller. Hein. J'ai une autre personne après. D'accord. Ok. Bon, professeur Pierre Hillard, merci de nous recevoir. Vous êtes un spécialiste du mondialisme. Vous êtes dès à présent le père d'une œuvre considérable, notamment en minorité et régionalisme. La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. La fondation Berthelmann et la gouvernance mondiale. Le sommet, l'ACME, hein, je trouve, c'est l'atlas du mondialisme. Et puis son double maintenant, qui sont les archives, gros volume, très gros volume, 750 pages, les archives du mondialisme. Donc une œuvre qui arrive un petit peu à son acmé, hein, où vous maintenant, non seulement vous possédez fort bien le sujet, mais je crois que vous avez accompli l'essentiel du travail que vous vouliez vous fixer. On n'a jamais terminé, hein, bien sûr. Je peux mourir. Mais enfin, vous pouvez mourir. Voilà, et vous mourrez comme tout le monde. Merci mon Dieu. Je crois qu'il faut clairement expliquer aujourd'hui aux gens ce qu'est le mondialisme. Parce que, à travers ce terme, on fait beaucoup de confusion, il y a beaucoup de faux amis, il y a beaucoup de synonymes qui n'en sont pas, etc. Alors, mondialisme, qu'est-ce que c'est par rapport à la globalisation, par rapport à la mondialisation, par rapport à l'internationalisation du monde, par rapport au multilatéralisme, toutes ces expressions aujourd'hui que les gens utilisent, souvent en général formales, y compris, j'ai remarqué, des hommes politiques et des diplomates. Et vous qui êtes un spécialiste de ce mondialisme, est-ce que vous pouvez nous faire rapidement le point d'ordre, je dirais, sur cet objet? Alors, distinguer mondialisme et mondialisation. Mondialisation, c'est un phénomène naturel, aussi vieux que l'homme existe. C'est tout simplement les échanges des biens, des matériels, des personnes en fonction de l'évolution technique. Autrefois, à pied à cheval, aujourd'hui en avion, Internet. Ce sont des moyens techniques qui ne sont que les reflets des échanges en tout genre, des biens, des services. Le mondialisme, lui, c'est le reflet d'une philosophie, j'allais dire même d'une spiritualité, qui consiste à établir une gouvernance mondiale, une humanité déracinée, mélangée, se référant à des préceptes philosophiques et religieux bien définis, qui sont, quand on cherche, quand on étudie, contraires au catholicisme. Une sorte de Dieu unique et tout ce qui peut détruire la révélation. Voilà.
Alors j'imagine que ça ne se fait pas tout seul, il y a l'objet, il y a l'idée, mais derrière il y a les turiféraires qui sont emparés de la chose. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des métastases, des organismes à vocation métastasique absolument partout. Alors vous avez traité du sujet, professeur Hillard, notamment à travers la fondation allemande Bertelsmann, qui est à l'œuvre depuis des années, puisque, si j'ai bien lu l'histoire de cette fondation, ça commence avec le Troisième Reich, du reste, où elle est puissamment installée dans l'édition allemande. Elle concourt, elle pense qu'elle va concourir à faire cette Europe allemande, souhaitée par Hitler. Et puis finalement ça échoue, mais elle rentre en sommeil pendant quelques mois en 1944, fin 44, début 45, et puis elle ressuscite ô combien pour repartir, alors vol de l'aigle, et maintenant devenir une des forces montantes en cette affaire. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement nous dresser un petit peu la carte de toutes ces organisations internationales, ONG, de toutes ces associations à but humanitaire, qui en réalité sont financées par un certain nombre de mécènes, de gens richissimes. On cite Bertelsmann, mais on pourrait citer Soros également, qui est à la tête d'un véritable empire, qui a à sa disposition le budget d'un État, n'est-ce pas, et qui finance quantité d'actions à travers le monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, si on souhaite citer l'action d'un groupe puissant, économique, financier, il faut remonter au XVIIIe, XVIIe siècle avec la BEAC, la British East India Company, la compagnie britannique des Indes orientales, qui est le modèle par excellence de cette sorte de, je veux dire, super ONG. En fait, c'est une activité commerciale coloniale avec des intérêts financiers colossaux et une politique derrière. Et la British East India Company est à l'origine de tous ces organismes en vrac, Bertelsmann dans le domaine de l'édition et des moyens de, comment dire, tout ce qui est communication en tout genre, télévision, radio, mais aussi tous ces organismes, instituts. Alors, dans le cas de l'Allemagne, outre Bertelsmann, vous avez tous les centres de recherche au service des partis politiques. Par exemple, le parti des Verts allemand a une fondation qui s'appelle la fondation Heinrich Böll. Mais vous avez tous ces organismes qui s'appellent la Trilaterale, qui s'appellent Bilderberg, qui sont des relais en faveur de groupes financiers d'une oligarchie apatride cherchant à soumettre l'humanité. Vous avez aussi cet institut en faveur du partenariat transatlantique qui cherche à parachever un idéal déjà annoncé en 1912 par Colonel House, qui était le bras droit du président Wilson. Donc, en fait, on baigne dans une multitude d'instituts qui ont tous pour objectif une humanité déracinée, bigarrée, métissée, dans un cadre administratif standardisé, dans un cadre spirituel bien défini, le noachisme pour les non-juifs, et une humanité même transformée en fonction des critères, j'allais dire, scientifiques, transhumanisme. Voilà. Tout le programme a été annoncé, je citais tout à l'heure par exemple Francis Bacon pour la Nouvelle Atlantide. Le transhumanisme est déjà annoncé en 1627 dans son livre. Donc en fait, les techniques d'aujourd'hui ne font qu'accélérer un idéal ancien. Oui. Autrement dit, dans la perspective, ce sont des humains qui ne sont plus des citoyens ou si peu, des personnes qui ne sont plus des personnes ou si peu, et qui sont devenus des individus agrégés sur des systèmes qui finalement sont manipulés in fine au niveau d'une gouvernance mondiale. Oui. En gros, c'est ça. Et en sachant qu'il faut, pour ces turiféraires du système, réduire l'humanité. Vous avez les fameux Georgia Guidestone aux États-Unis qui dit qu'il faut réduire l'humanité à 500 millions d'habitants. Ce qui, dans leur esprit, est logique, puisqu'avec les moyens techniques, 500 millions d'habitants, c'est utile pour faire tourner la boutique du mondialisme. Le reste, soit ils sont parqués et ils peuvent crever dans un coin, soit on les élimine. Tout à fait, mais alors devant donc cette force irrésistible, n'est-ce pas, qui émerge, il serait peut-être intéressant de connaître d'abord ceux qui s'y opposent. Comment est-ce que vous voyez l'opposition qui va naître contre ces géants, d'une part, et d'autre part, ce qui se passe peut-être en interne dans ces milieux-là. Parce qu'après tout, il y a quand même des divisions également chez eux pour précisément parvenir à cet objectif. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu déjà
de la manière dont vous voyez les adversaires se structurer, aller contre ce qui est en train de se passer. Par exemple, une levée des peuples, une montée du patriotisme, un retour à une conception plus forte, plus solidaire de l'État-nation. Comment est-ce que vous voyez le schéma en ce qui concerne les forces externes? On parlera ensuite des forces internes. Alors, d'un point de vue organisation étatique, il n'y a plus rien. Le dernier bastion, c'était l'Église, jusqu'à Vatican II. Depuis Vatican II, c'est le dernier bastion. Il est tombé, il n'y a plus d'institut au niveau d'un État ou un État résistant au mondialisme. Ils sont tous partie prenante, avec plus ou moins de conviction, plus ou moins d'intérêt. Il y a aussi une hiérarchisation dans cette organisation planétaire, mais ils font tous partie du système. Mon espoir, c'est qu'il y ait au sein de l'humanité des personnes, c'est ce que j'appelle l'instinct de survie, des personnes qui prennent conscience du caractère oppressif, esclavagiste, parce que c'est la finalité, c'est l'esclavage, pour se réveiller. Mais je crois qu'à une seule méthode, hélas, je ne crois qu'à la guerre. Dans ce sens qu'il faut, quand je dis la guerre, une crise financière terrible, conduisant une guerre, ou une guerre qui conduit à une crise financière, enfin tout ça c'est intimement lié, peu importe le chemin pris. Et là, dans le malheur, le système se détraque dans ce sens qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus les joujoux de la télévision, il n'y a plus le smartphone, on crève de faim. Vous avez une partie de l'humanité qui disparaît, parce qu'il y en a certains qui psychologiquement ne tiendront pas le coup, et ceux qui résisteront, ça s'appelle la sélection naturelle, ceux qui seront mentalement les plus forts, et qui, dans un sursaut d'instinct de survie, pourront se raccrocher à un homme ou une femme sortant du lot, et espérer que cet homme ou cette femme soit bien inspiré pour permettre à l'humanité, ou en tout cas à un pays, de reprendre le dessus. Et je pense en particulier à la France, qui a un rôle particulier, donc un rôle important à jouer. On a eu l'exemple de Sainte Jeanne d'Arc, où humainement c'était cuit. Et on a eu ce sursaut qui a permis à notre pays de s'en sortir et d'être un modèle pour d'autres pays. C'est triste à dire, il faut un malheur pour s'en sortir. Le reste, vous savez, j'ai peu d'illusions. Mes livres ne sont là que pour apporter des informations qui rendront service aux quelques personnes intéressées par ce type de sujet, c'est-à-dire pas grand monde, et que ça puisse rendre service à des personnes plus tard comme enseignement, des fautes à ne pas commettre ou à ne pas refaire. Le reste, pas tellement d'illusions. Et du point de vue alors des forces internes, là, j'imagine qu'il y a plusieurs doctrines en œuvre qui se heurtent, même qui parfois s'opposent, hein, parce que tout ne baigne pas au mieux dans le milieu du mondialisme. Hein. Est-ce que vous pouvez rapidement nous montrer ces lignes de force qui s'opposent entre elles? Par exemple, je pense à ceux qui sont plutôt de la tendance messianique, qui voient un petit peu l'homme finalité de toute chose et accomplir au fond tout ce qui tourne autour du messianisme, du rite messianiste, l'appel d'un nouveau Messie, qui en quelque sorte réorganiserait le monde à sa manière. Il y a cet appel-là. Il y a aussi les nations qui vont résister. Par exemple, je pense à une nation de fraîche date qui est Israël. Donc, comment concilier à la fois l'existence et même la croissance d'une nation comme Israël, avec à côté un messianisme qui est contraire, privilégie de destruction de la nation, n'est-ce pas, au profit d'un ordre mondial. Alors comment vous voyez un petit peu l'évolution de ces choses? Le mondialisme, c'est comme l'enfer. L'enfer est divisé en... J'allais dire, c'est le même chaudron, mais avec des opposants. Et vous citiez le cas d'Israël, mais vous savez, au sein d'Israël, et puis des Juifs de tous les pays, vous avez ceux qui sont partisans d'un laïcisme, d'autres partisans d'un messianisme. Mais dans la branche messianique, il y a une catégorie qui sera prête à sacrifier l'État d'Israël, comme un holocauste digne de l'héritage franquiste, qui consiste finalement à offrir à Yahvé, en fait Satan, c'est pas Yahvé, mais officiellement Yahvé, un holocauste, une odeur agréable à l'Éternel, dans ce sens que détruire une partie du peuple juif permettrait une rédemption du reste des Juifs dans le cadre d'une gouvernance mondiale qui soit établie. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que dans l'esprit tordu, la suppression d'une partie de leur propre peuple est une offrande, bien mieux que de tuer des esquimaux. Il y a une hiérarchie raciale d'une certaine manière. Donc en fait, ce sont des bagarres internes.
des bagarres internes avec des ambitions plus ou moins rapides, mais en tout cas un enfer au bout de course. Comment voyez-vous ce qui s'est passé récemment en France, là, en ce qui concerne les Gilets jaunes? Autrement dit, il y a un mouvement populaire qui est né, réellement un mouvement populaire, où on a vu des catégories d'exclus prendre la parole et s'affirmer en tant que telles, espérer s'occuper en quelque sorte de son devenir. On a vu également des catégories intéressantes de ce que j'appellerais les reclus par rapport aux dominants. Alors tous ces gens qui apparemment une situation, vivent à peu près normalement, mais qui sont extrêmement inquiets quant à leur avenir proche, et encore plus inquiets quant à l'avenir de leurs enfants, vous voyez. On a vu tout ça monter. Donc on voit quand même, à travers cet exemple français, mais on voit également ce qui s'est passé en Espagne, avec des mouvements comme Podemos, etc. On voit ce qui se passe en Italie, on voit ce qui se passe en Hongrie, on voit ce qui se passe dans toute cette Europe centrale, n'est-ce pas, qui a mis bas sa domination soviétique, n'est-ce pas, mais qui se retrouve en face d'une nouvelle forme de domination, qui est celle de l'Union européenne. Il y a donc un réveil des peuples, quand même. Est-ce que vous analysez ça comme quelque chose qui va se poursuivre, comme un mouvement qui va se poursuivre, qui va s'amplifier, qui va maintenant s'opposer, qui va arriver à s'opposer dans le temps, assez clairement à l'ambition mondialiste, ou est-ce que vous pensez que de ce côté-là, il y a peu d'espoir à attendre? Alors je crois en l'instinct de survie et mon espoir repose en particulier sur un sursaut de ces peuples qui, face à la paupérisation grandissante, face aussi à l'immigration, l'arrivée de populations étrangères à la civilisation française, italienne, etc., fait que on n'est plus chez soi. Et donc j'espère à l'instinct de survie. Mais c'est triste à dire, il faut des méthodes primaires pour que les gens se réveillent. C'est-à-dire que finalement les gens sortent de leur torpeur parce qu'ils ne peuvent plus manger à leur faim. Ils ne peuvent plus payer les notes d'électricité, du gaz, etc. Donc il faut des choses primaires pour que les gens sortent de leur torpeur. Bon, vaut mieux que ça que rien du tout, mais il suffirait que le système assure une rente permettant de calmer les esprits pour que les gens finalement restent dans le monde du système. Donc mon espoir, c'est que la situation s'aggrave, et elle va s'aggraver parce que la paupérisation va aller grandissant, l'immigration va continuer, et que l'instinct de survie devienne un instinct d'acharnement, et donc dans la folie pouvant saisir ces hommes et ces femmes, eh bien que ça crée des conditions de renversement du gouvernement, des élites pourries qui sont à la tête. Il faut des méthodes violentes, mais ça ne peut arriver que dans des cas de désespoir. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là, mais on y arrive de plus en plus, et dans la volonté de créer une monnaie mondiale qui passe par la destruction du système actuel, le drame sera tellement grand qu'on peut espérer, dans cette tentative de passage de la situation actuelle de monnaie mondiale, que la misère soit telle que les gens fassent dérailler le système. J'espère. Mais je vous dis, ce qui est lassant, pénible, c'est de voir les gens réagir uniquement parce qu'ils n'arrivent pas à bouffer en fin de mois. Voilà, ben, ça pisse pas loin, hein. Ça vole pas haut. Je peux plus manger, ah, je me révolte. Ah, tu boufferais, ce serait bon? Bah ouais. Il y a quand même un petit reste. Oui, ça s'appelle l'élite. Enfin, vous le sentez, oui, mais ça reste, vous le vivez du reste avec ce petit reste. Ça s'appelle l'élite, c'est-à-dire que de tout temps, l'humanité, il y a eu quelques hommes, quelques femmes, d'origines sociales diverses, riches comme pauvres, qui sortent du lot. Ça s'appelle la minorité. Comme on disait mon grand-père quand j'étais petit, Pierre, dans la vie, ne fréquente que des gens qui t'élèvent. Il ne me disait pas en fonction du compte en banque. Il disait uniquement en fonction de personnes, d'hommes et de femmes humainement valables, c'est-à-dire une poignée. Le reste, vous savez, dans la période antique, on en faisait des esclaves. Je vous remercie, professeur Hidard. Merci. Je ne saurais que trop conseiller, en tout cas, si vous avez un seul ouvrage à acheter du professeur Hidard, je vous conseille cet atlas du mondialisme. C'est un ouvrage absolument merveilleux que vous avez ici. Mais rien n'empêche aussi de poursuivre avec le tome 2, l'archive du mondialisme. Voilà, et avec les archives, si vous êtes un peu plus riche, vraiment ça vaut l'investissement. C'est un volume absolument magnifique, magnifiquement illustré, aisé à lire. C'est pas du tout quelque chose de compliqué. Je crois que vous avez vous avez utilisé les termes qu'il fallait, très pédagogique, très didactique. Merci à tous.